Je suis particulièrement sensible et professionnellement liée au développement durable puisque je suis juriste en droit de l'urbanisme et droit de l'environnement. Je pense que le droit de l'environnement a pénétré le droit de l'urbanisme et c'est une bonne chose. Et je pense aussi que le développement durable ne doit pas oublier l'homme. Il faut remettre l'humain au cœur des politiques publiques. Il faut remettre l'homme au cœur du territoire. Il ne faut pas que les bergers ne puissent plus pâturer parce que Natura 2000. Il ne faut pas que les chasseurs ou autres activités traditionnelles ne puissent plus pratiquer leur activité traditionnelle respectueuse de l'environnement dans 99% des cas, sous prétexte de territoires qui seraient couverts par tel parc ou par telle opération de Natura 2000. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et que l'environnement doit être au cœur de la réflexion, mais que l'homme doit être au cœur de l'environnement et de l'économie, car demain, nous ne pourrons même plus implanter d'entreprises sur des territoires qui seront couverts par telle ou telle mesure de protection. Donc vraiment, je crois qu'il faut là avoir une réflexion, également une réflexion de fond, et porter au plus haut niveau, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, des propositions de textes qui permettent à la fois d'articuler vie économique et vie sociale et protection de l'environnement. Je voudrais aussi que l'on puisse travailler sur les découpages administratifs, je vous l'ai dit, en termes de population, en termes de territoire et pas seulement en termes de population. Et puis je voudrais qu'on puisse faire la promotion d'une politique d'aménagement du territoire qui nous permette, dans ce moyen et dans ce haut pays, de vivre dans nos territoires et pas seulement d'y dormir et de nous déplacer pour aller travailler. Pierre Lafitte a essayé pendant des années, il y a réussi d'ailleurs sur un site, à mettre en avant la notion de télétravail. Je crois, Pierre, qu'on a toujours tort d'avoir raison trop tôt et que ta vision, une fois de plus, était un peu novatrice et que les gens ne se sont pas rendus compte à quel point cette idée était intelligente. C'est une idée simple, mais pour cela, il faut développer le très haut débit et non pas le haut débit, le très haut débit en priorité dans les territoires qui sont excentrés pour que les citoyens puissent non seulement vivre comme tout le monde avec Internet s'ils en ont besoin, mais surtout puissent travailler 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine, chez eux, au lieu de travailler à Sofia, au lieu de travailler à Carrosse, au lieu de travailler à Nice, au lieu de travailler dans le département du Var. Il faut limiter les déplacements en faisant la promotion du très haut débit dans ces territoires. C'est une politique d'aménagement du territoire. Il faut également permettre, pour vivre dans ces territoires, qu'il y ait des services publics. Il y a des stations-service qui ferment chaque semaine ou chaque mois dans les territoires ruraux de France. C'est une situation qui ne peut plus durer parce que l'essence, c'est un bien de première nécessité et il n'est pas normal que l'État ne prenne pas en main cette question des stations-service qui aujourd'hui ferment les unes après les autres. Il faut donc aussi, je crois, se pencher sur cette question. Il faut se pencher sur la question des équipements publics. Parce que les équipements publics doivent exister, même si nous n'avons pas 650 élèves pour faire un collège, eh bien il faut que quand on a 250 élèves qui regroupent une quinzaine ou une vingtaine de villages liés au pays, on sache faire un collège quand même. Il n'est pas normal, par exemple, que dans le canton de Guillaume, il n'y ait pas de collège à l'heure actuelle et depuis toutes ces années. On sait trouver de l'argent pour faire des routes, pour faire des stations de ski ordinaires, pour faire un tas de choses. On doit trouver de l'argent pour éviter que nos enfants soient obligés systématiquement d'être pensionnaires et d'aller très loin et de se lever très tôt pour pouvoir aller au collège. C'est un principe important, me semble-t-il, pour rénover l'éducation dans ce pays. Je voudrais vous dire un mot sur la désertification médicale, que je touche du doigt régulièrement puisque je suis le représentant du département des Alpes-Maritimes à l'Agence régionale de santé à Marseille. Cette désertification, c'est une réalité. Tout le monde connaît les causes. Et je crois qu'à l'heure actuelle, on n'a pas du tout mis en place les moyens d'y remédier. On a tenté de faire avec le Conseil général, et je salue l'action d'Éric Ciotti, parce que ça n'a pas été simple, de faire des valises médicalisées qui sont des e-valises. Le docteur Simonet, qui est là, m'entend parler, qui sont des e-valises et qui permettent aux médecins du haut et du moyen pays de pouvoir avoir l'avis d'un confrère, notamment sur un électrocardiogramme à distance. Mais nos jeunes médecins, et j'en connais puisque j'ai une de mes filles qui exerce cette profession, nos jeunes médecins ne sont pas décidés à aller travailler seuls dans un village du haut pays, alors que ce n'est pas leur village
et que c'est extrêmement difficile de s'implanter dans un village en sachant qu'on va faire 50 heures par semaine et qu'on ne trouvera pas de remplaçant. Donc c'est à nous, élus, d'imaginer des solutions. D'abord pour augmenter le numerus clausus en médecine, puisque ça fait 25 ans qu'on sait qu'on va au clash et qu'on aura une rupture des médecins dans les territoires ruraux. Et en 25 ans, on a augmenté de 10% le numerus clausus. Donc il suffit, je pense que maintenant, il faut prendre ce problème à bras-le-corps rapidement et permettre que les collectivités territoriales puissent aider un jeune médecin qui veut s'implanter. À mon avis, c'est la seule solution pour essayer de régler ce problème. Je ne parlerai pas de la fermeture des lits des hôpitaux du Haut-Pays, c'est aussi un énorme problème. Mais en tout cas, je veux vous dire que ce sont des difficultés quotidiennes que je connais bien et que ma candidature n'est pas une candidature de témoignage. C'est une candidature volontaire, c'est une candidature pour agir. Ça n'est pas une candidature pour avoir un titre, pour avoir un diplôme, pour avoir une voiture et un chauffeur. C'est une candidature d'action. Je voudrais aussi vous tourner un instant vers les entreprises et les responsables d'entreprises. Vous dire que je crois effectivement que dans ce pays, si nous savons sauver nos PME, nos TPE, nos PME, l'entreprise artisanale et aussi les plus grandes entreprises, eh bien si nous savons sauver dans les années qui viennent ce tissu économique-là, nous pourrons sauver tout le reste. Aujourd'hui dans ce département, nous vivons principalement du tourisme bien sûr, des hautes technologies aussi, et principalement de l'artisanat et de l'artisanat du bâtiment. Eh bien, et je sais qu'il y a là des entrepreneurs, je veux vous dire qu'en tant que spécialiste du droit de l'urbanisme, je suis extrêmement inquiète de voir que tous les documents d'urbanisme qui sortent aujourd'hui, tous les PLU qui sortent, tous ces documents d'urbanisme sortent aujourd'hui sans zone d'activité logistique. Parce que les maires, sous la pression des citoyens et des voisins, disent c'est vrai, une zone artisanale, une zone d'activité, ça fait du bruit, il y a des camions, il y a des tas de sable, il y a de la poussière. Donc on supprime ça. Et chacun veut son petit sorcier anti-police au cœur de sa petite commune. Eh bien ce n'est pas ça l'économie. Et si nos entreprises, notamment nos entreprises du bâtiment, n'ont plus de zone d'activité logistique, eh bien ils changeront de métier parce qu'on ne peut pas travailler dans le bâtiment si on n'a pas de ciment, si on n'a pas de cailloux, si on n'a pas de béton, si on n'a pas de carrière pour pouvoir de temps en temps aller déposer des matériaux inertes. Et je crois que là aussi, il faut se mettre autour de la table, comme on a su le faire dans le Grenelle, se mettre autour de la table avec les citoyens pour leur dire qu'est-ce que vous voulez. Vous ne voulez plus une seule carrière, vous ne voulez plus un seul tas de sable, vous ne voulez plus de camions qui transportent, alors vous ne voulez plus d'emploi pour vos enfants. Voilà, je crois que la question elle est aussi là et qu'il faut arrêter de se cacher les yeux. Sur les entreprises, un autre mot si vous le permettez sur les marchés publics. Et un des effets pervers de l'intercommunalité, c'est que l'intercommunalité nous propose aujourd'hui, dans les commissions d'appel d'offres, de très gros marchés. Pour 3 ou 4 ans, pour 40 communes, pour 20 communes, pour 50 communes. Et ces marchés publics, dans ces marchés publics, les petites entreprises, les moyennes entreprises, y compris des entreprises, quand je dis moyennes, des entreprises qui font parfois 50 salariés et qui se regroupent en groupement d'entreprises, se voient rejeter leur offre parce qu'on considère qu'elles n'ont pas les reins assez solides pour répondre à un marché de cette envergure et on prend systématiquement des entreprises nationales. Eh bien, si l'on veut redonner de l'espoir, de l'économie, du travail, de l'emploi et donc du logement et un niveau de vie normal à nos concitoyens dans ce territoire et dans les autres territoires, il faut enrayer ce système et permettre que les entreprises locales, dans le code des marchés publics, par une évolution des textes, que les entreprises locales aient une priorité dans les marchés publics locaux.